Et puis Cap 2030, la RDC veut devenir un géant numérique en Afrique. Un investissement d'1 milliard de dollars américains annoncé pour booster la connectivité et transformer le pays en hub digital. Le ministre du numérique l'a dit au forum d'IRC Digital Nation 2030 qui se tient à New York. Enfin, fin de la crise au parti présidentiel. Bizibou et Kabouya fument enfin le calumet de la paix. La médiation de l'autorité de référence Félix-Antoine Tshisekedi a porté ses fruits après plusieurs mois de tension au sein de sa famille politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. J'ai dit tantôt, panique à l'école Saint-Sabrina. Hier mardi, un élève a déclenché une bombe lacrymogène en pleine salle de classe, provoquant l'hospitalisation de 3 élèves admis aux urgences et 9 autres en observation. L'auteur de cet acte est entre les mains de la justice. Les autorités urbaines, quant à eux, rassurent que la situation est sous contrôle. Un reportage d'Éric Kabamba et Pascal Chichou. 30 septembre 2025. Une journée sombre pour les élèves de l'école Saint-Fabrina à Kindélé, dans la commune de Mongafula. Un élève régulièrement inscrit finaliste en 4e commercial a pulvérisé un gaz lacrymogène connu sous le nom de Tchafouin dans la salle des classes pendant que l'enseignant dispensait le cours. Une situation qui a causé une panique générale. 15 élèves se sont mis à convulser dans la salle de classe et ont été acheminés d'urgence dans les centres de santé les plus proches de l'établissement pour le premier soin. Informé de la situation, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, s'est dépêché sur les lieux pour constater les dégâts et organiser une prise en charge d'urgence. Et nous disons aux promoteurs de l'école, aux enseignants, de veiller parce que dans une salle de classe, il y a tout, les enfants sont capables de tout, mais s'il y a une certaine discipline, contrôle des sacs des enfants, je pense que de telles choses ne peuvent pas nous arriver. Vu la gravité de la situation, 8 élèves ont été transférés aux cliniques universitaires par ambulance et une autre partie a été admise au centre Moncolé. Les bilans de ce mercredi 1er octobre 2025 fait état des 0 décès, 3 élèves rétablis ont regagné leur domicile, 3 autres admis aux urgences pour des soins approfondis et 9 autres élèves en observation. Entre-temps, l'auteur de cet incident est actuellement à la disposition de la justice au tribunal pour enfants. Le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba invite les parents d'élèves à ne pas céder à la panique car la situation est sous contrôle. Un autre drame, cette fois-ci c'est dans la commune de Bandalugwa, où la peur s'installe en l'espace de quelques heures. 2 cambistes ont été violemment attaqués, l'un abattu froidement, l'autre grièvement blessé. Des crimes perpétrés à quelques pas du poste de police dans la commune plutôt touchée par l'insécurité grandissante. Diane Balaka nous fait le récit. Devant l'ancien shop de l'une des victimes, l'émotion était vive. Fiston Loussala, cambiste de profession, a été froidement abattu par des hommes armés, laissant derrière lui une famille en deuil et un quartier meurtri. Hier, vers 21h, à hauteur de l'arrêt Millimaude, la commune de Bandalungwa a vécu une nuit de terreur. En l'espace de quelques heures, 2 cambistes ont été pris pour cible dans le quartier Adoula et Lumumba. Ces attaques en série ravivent la peur dans cette commune populaire de Kinshasa où l'insécurité semble gagner du terrain. Entre colère et inquiétude, les riverains réclament des mesures urgentes. Selon plusieurs témoins, les coupures d'électricité favorisent la criminalité et aggravent la vulnérabilité des habitants. Les manques d'électricité favorisent encore la criminalité. Ici, dans notre commune de Bandalungwa, dans nos maisons, il n'y a pas de courant. Nous vivons vraiment dans le noir. Un peu plus tôt dans la soirée, vers 20h, un autre cambiste avait déjà été agressé sur l'avenue d'Ibamboma. Touché aux jambes, il a échappé à la mort mais reste gravement traumatisé. Ses assaillants, comme ceux de Fiston Loussala, se sont enfuis à moto avec l'argent volé. Ces événements soulèvent de graves questions. Comment ces criminels se procurent-ils leurs armes?
Elle est un peu complexe. Donc, c'est-à-dire, la plupart de ces armes proviennent des circuits illégaux, c'est-à-dire de détournement, des vols, mais aussi, bien que ce n'est pas si fréquent, nos stocks nationaux. Il y a des agents mal intentionnés qui utilisent les armes de l'État pour commettre ces forfaits. Une question se pose, comment peuvent-ils agir à quelques mètres seulement de postes de police sans être inquiétés? La mort de Fiston Lusala résonne comme un signal d'alarme. Sécuriser la population et protéger ses biens ne peut plus attendre. Changeons de registre à présent. Les présidents des différentes commissions de la Chambre basse du Parlement ont évalué l'avant-projet du calendrier des travaux de la session de septembre 2025, dont l'examen et l'adoption du budget 2026 occupent une place importante. Blaise Bokokia pour ce reportage. Assistés des honorables Christophe Mbosso et Jacques Joly, respectivement 12e vice-président et rapporteur de l'Assemblée nationale et le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement, Isaac Jean-Claude Tshilumbai a demandé à ce groupe de pression d'être rassuré car les efforts entrepris par les autorités s'alignent dans l'objectif de répondre aux besoins pressants non seulement des cadres et agents de l'Assemblée nationale mais aussi de tous les peuples congolais, un peuple qui a les yeux tournés vers les élus nationaux censés traduire valablement leurs profondes aspirations. C'est ainsi que le bureau a sollicité un délai de 72 heures pour une rencontre en vue d'évaluer la première phase de l'issue envisagée. On peut vous rassurer que ces questions posées et d'autres dont la santé, les questions de transport sont bel et bien en discussion. Vous pouvez nous faire confiance pour ce tout début ici de nos contacts. Gérant quotidiennement les agents et cadres de l'administration, le secrétaire général à l'Assemblée nationale a été le premier à porter la voix de ces revendications. Jean Gouvoulou Koji a fait le pont entre les membres du bureau de cette chambre et le personnel de l'administration. À cette occasion, un mémorandum contenant les différentes revendications a été lu et déposé aux mains propres des membres du bureau. Les manifestants ont exprimé leurs sentiments. Nous pensons que nous avons droit à être en interaction directe avec nos autorités. Et ce qu'a fait le président est aussi synonyme de sa bonne foi. Il s'y est dénoté que les initiatives entamées visant à renforcer l'apaisement des tensions sociopolitiques initiées par les bureaux sont vivement saluées et félicitées depuis la rentrée parlementaire, la session de septembre. Session consacrée essentiellement à l'examen et au vote de la loi des finances, exercice 2026. En visite officielle dans le Congo central, Judith Souminoa a inspecté les travaux de modernisation de la route Materne-Singini, concrétisant ainsi la promesse du président de la République, Félix Tshisekedi. Sur place, la chef du gouvernement a appelé au calme la population de Tchela, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement congolais pour le développement local. Emmanuela Commissaire et Pompomba pour ce reportage. C'est une promesse du président de la République qui prend forme. Dans le territoire enclavé de Tchela au Congo central, la première ministre Judith Soumino Tuluka est allée constater l'avancement des travaux sur la route Materne-Singini, un axe stratégique de 112 km en pleine modernisation. Cette route, qui relie les zones de production au centre de consommation, mène également au mausolée du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Sur place, la chef du gouvernement se veut rassurante. Elle salue les travaux de l'entreprise Grexet et promet la poursuite du chantier jusqu'à Kamba. Accueilli par une foule enthousiaste, Judith Soumino Tuluka appelle à la patience, affirmant que le développement est en marche. Bana Tchela, batata ba maman, bozali kolo. Bozali kolo. Boye bisanga sikoyo. PDL 145 territoires, awa epesi ndengeni. Kitoko, donaka no yebsa mukonzi mboka. Merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé aujourd'hui. L'idée du programme PDL 145 territoires vient du président de la République dans le but de construire des routes, des écoles et d'autres infrastructures essentielles. Il souhaite un développement intégral du pays.
À travers le PDL 145 territoires, nous avons commencé la première phase du programme ici à Tchela. La construction du bâtiment territorial, la construction d'écoles et des centres de santé. La deuxième phase concerne les routes et dessertes agricoles. Développement et salama, tina base. Autre moment fort, son recueillement à Singini. Devant la tombe de Joseph Kasavubu, la première ministre a rendu hommage à celui qu'elle qualifie de modèle de gouvernance. Un geste à forte valeur symbolique dans un lieu chargé d'histoire. En mission sécuritaire à Inongo, dans la province du Maïndombe, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a procédé au lancement officiel de l'opération Ndobo face à la recrudescence des conflits communautaires, notamment avec la milice Mombondo. Cette opération vise à renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale sur le plan technique et financier. Un forum sur la paix est annoncé dans les prochains jours. Bobo Anan Mokonzi nous en dit plus. Confronté à la menace persistante des miliciens Mombondo, la province du Maïndombe va désormais bénéficier de cette opération qui apporte un appui technique et financier au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Les missions Nabino, il y a protéger le territoire et la province, population, et Vandikati, la province. Rétablir la sécurité dans cette partie du pays touchée par des différents conflits communautaires est une priorité pour les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son gouvernement. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette nuit. Aux policiers, je tiens à vous rappeler de votre mission, celle de protéger la population. Vous devez respecter les citoyens et de vous assurer de bien faire votre travail. Nous, de notre part, nous allons vous doter des matériels, des engins, comme prescrit dans la loi de programmation pour vous permettre de bien exécuter votre mission. Cette opération, lancée déjà dans plusieurs autres provinces, vise à intensifier la lutte contre la criminalité, aussi bien en milieu urbain. Tout s'est déroulé lors d'une grande parade policière organisée au commissariat provincial de la police nationale congolaise de la province de Maïndombe. À cette occasion, le patron de la territoriale, Maître Jekmen Chabani, a rappelé aux policiers la nécessité d'adopter un comportement exemplaire tant dans leur tenue que dans leurs actes et de bannir toute forme d'antivaleur. Je l'ai dit au sommaire, l'Union pour la démocratie et le progrès social a choisi de tourner la page des divisions internes après plus d'une année de tension. Augustin Kabouya, secrétaire général, et son adjoint Deogracias Bizibou ont signé un acte de réconciliation au siège du parti. Témoin de l'événement, Alain Bikaï. Après plusieurs jours de tractations entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et son adjoint, Deo Bizibou, sous la facilitation du comité d'accompagnement, le climat d'apaisement semble définitivement rétabli au sein du parti présidentiel. Le mardi 30 septembre, Deo Bizibou a regagné le siège de l'UDPS sous l'escorte des cadres et militants qui étaient derrière lui pour se conformer aux directives de la haute autorité des référents du parti. Une réunion de près de 2h30 s'est tenue, à l'issue de laquelle une déclaration commune a été rendue publique, marquant officiellement la fin de la fronde interne. Les partis ont décidé de commun accord de se remettre ensemble et de tourner la page de leurs différends. Elles se sont engagées à observer strictement toutes les orientations de la haute autorité, notamment celles relatives à travailler loyalement pour la restauration de l'unité et de la fraternité entre tous les combattants et cadres du parti. À animer ce samedi 4 octobre 2025 au siège du parti une grande matinée politique de réconciliation. Cette réconciliation ouvre désormais la voie à la préparation du congrès extraordinaire de l'UDPS le 14 décembre prochain, étape cruciale pour adapter les textes du parti aux réalités actuelles et consolider son unité autour du président Félix Antoine Tshisekedi.
La réparation des victimes des conflits armés au centre de la 9e édition du Forum africain sur la justice transitionnelle, sous initiative du ministère des Droits humains et du FONAREV. Cette rencontre constitue un plaidoyer fort des autorités congolaises pour la reconnaissance de la mémoire des victimes des conflits armés dans l'est de la RDC. Reportage. Des crimes qui laissent des cicatrices profondes à travers l'Afrique. Des milliers de victimes attendent encore que justice soit rendue et que leur mémoire soit reconnue. Ce forum, qui s'ouvre à Kinshasa dans sa 9e édition, organisé par l'Union africaine en collaboration avec le FONAREV et la CIAVAR, est une occasion pour diplomates, experts et acteurs africains de la société civile de réfléchir à la réparation des victimes, à la vérité et à la prévention des nouvelles violences. Il faut faire partir de solutions. Comment on peut résoudre ça? Représentant les chefs de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé un message fort pour briser l'indifférence, rendre justice aux nombreuses victimes, notamment ceux de l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, a quant à lui annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour intégrer la justice transitionnelle dans le système judiciaire congolais. Une avancée essentielle pour transformer la douleur en réparation concrète. Il s'agit du devoir de réparer l'irréparable, d'élever la mémoire des victimes à la hauteur de notre engagement politique et moral. Votre participation témoigne de l'importance que vous accordez à une Afrique qui choisit la vérité, la justice, la réconciliation et surtout la dignité pour les victimes. Placée sous le haut patronage du président Félix-Antoine Tshisekedi, cette 9e édition rappelle qu'aucune victime ne doit rester oubliée. Il n'y a jamais eu stigmatisation des populations rwandophones en RDC. Le premier vice-président du Sénat congolais parle d'un prétexte utilisé par Kigali pour justifier la présence de ses troupes sur le sol congolais et le pillage des ressources naturelles. José Kalalawa Kalala l'a dit du haut de la tribune de la 13e conférence annuelle des présidents des parlements africains qui se tient en Afrique du Sud. On l'écoute. À propos d'une prétendue stigmatisation et marginalisation des tribus rwandophones vivant au Congo-Kinshasa. Cette rhétorique ne tient plus la route depuis longtemps. En effet, les Tutsis sont présents aussi bien au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Mais comment donc expliquer que les voisins rwandais soient le seul pays à relever pareille situation et pas ces autres pays? Le Rwanda sait très bien que cet alibi est le seul moyen dont il dispose pour justifier sa présence prédatrice des ressources minières de l'Est de la République démocratique du Congo. Et le monde entier le sait, confère le rapport mapping des experts des Nations Unies. Le dialogue et la coopération entre parlementaires devraient favoriser la réduction des tensions interétatiques et faciliter l'établissement des relations de confiance entre les États africains. C'est le facteur important pour le développement du continent, conformément à l'agenda 2063, pour une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène internationale. Et à suivre dans un instant dans ce journal, après New York, où il a pris part à la 80e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a profité de son bref passage à Bruxelles pour célébrer un homme, un policier belge à la retraite. Félix Tshisekedi a décoré l'inspecteur Patrick Boenders au titre d'officier dans l'Ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Nous allons suivre dans un instant. Le ministre provincial des Finances du Haut-Ouélé a procédé ce mercredi au dépôt du rapport d'exécution du budget provincial pour le premier semestre de l'exercice 2025. C'est au nom du gouverneur Jean Bakomito que ce document a été remis à la Cour des comptes, marquant ainsi, selon les autorités provinciales, un jalon important dans le processus de transparence et de reddition de comptes dans la gestion des finances publiques. Anastasie Ndumbu et Nancy Poba.
La délégation de la province du Haut-Ouélé, conduite par son ministre provincial des Finances, Jacques Anzate Pendanga, s'est livrée premièrement au débat contradictoire avec les membres de la Chambre déconcentrée de Kisangani, supervisée par le président Innocent Bamoumé Kayoni, représentant du premier président Jimmy Mungangangwaka. Le débat a tourné autour des observations émises par la Cour des comptes dans son rapport provisoire sur le contrôle de l'exécution de l'édit numéro 024/01 du 31 décembre 2024 contenant le budget rectificatif de la province du Haut-Ouélé pour l'exercice 2024. Nous avons eu un débat qui était plutôt constructif avec le président et les autres membres de la Cour. Pour la plus grande observation, c'était les dépassements budgétaires pour certains camps, où nous notons aussi parfois l'Assemblée provinciale et les autres rubriques qui ont fait l'objet de dépassements. C'était une observation pertinente sur laquelle la Cour a beaucoup souligné. In fine, le ministre provincial des Finances a déposé au greffe de la Cour des comptes le rapport d'exécution au premier semestre du budget de la province pour l'exercice 2025. Soulignons que la province du Haut-Ouélé, chère au gouverneur Jean Bakomito Ngabou, fait partie des élèves modèles en matière de respect aux devoirs de redevabilité envers la Cour des comptes. Proclamée par l'ONU, la journée internationale des personnes du troisième âge est célébrée le 1er octobre de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser le public aux défis rencontrés par les personnes âgées, à promouvoir leurs droits et reconnaître leur contribution à la société. À cette occasion, la ministre d'État aux Affaires sociales a appelé les uns et les autres à considérer les vieillards, sagesse de l'histoire pour la jeunesse à venir. Chimène Dondo. 1er octobre, la journée internationale de personnes âgées célébrée chaque année n'est pas passée indifférente. En RDC, l'association médicale pour la prise en charge des personnes âgées en Afrique et en Haïti a réuni à Kinshasa pour la circonstance les veuves et anciens combattants victimes d'une discrimination sociale. C'était l'occasion de sensibiliser l'opinion sur les réalités sociales vécues au quotidien. Un plaidoyer a été lancé pour le respect de leurs droits souvent négligés. Nous sommes précisément chez les anciens combattants, les gens qui ont combattu pour les pays. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour défendre, plaidoyer pour que leurs droits soient restaurés en République démocratique du Congo. Nous avons mis en place un service SIAD. Service SIAD, ça veut dire que service de soins à domicile où nos parents de troisième âge pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé à leur domicile. Une initiative saluée qui rappelle que vieillir dans la dignité est un droit, pas un privilège. Voilà, vous allez suivre le message du ministre dans nos prochaines éditions. Et puis le café et le cacao, un futur à bâtir ensemble, c'est le thème national retenu pour l'édition 2025 de la Journée internationale du café et du cacao, célébrée chaque 1er octobre. À cette occasion, la directrice générale de l'ONAPAC a mis en lumière l'importance de cette filière. Marthe Mangaza. Aujourd'hui, le 1er octobre 2025, la République démocratique du Congo s'associe à la communauté internationale pour commémorer la Journée internationale du café et du cacao sous le thème « Adopter la collaboration pour l'action collective plus que jamais ». Et pour notre pays, le sous-thème est « Le café et le cacao congolais, un futur à bâtir ensemble ». En 2024, nos exportations de cacao ont dépassé 70 000 tonnes métriques, une performance historique qui confirme notre place parmi les pays producteurs et exportateurs en croissance. Ces résultats traduisent l'engagement des producteurs, l'accompagnement de l'État et le dynamisme de nos partenaires. Mais ils ne représentent qu'une étape. Nous devons aller encore plus loin. L'ONAPAC, en tant qu'organe technique du gouvernement sous tutelle du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, met en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence,
M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la revanche du sol sur les sous-sols l'un des piliers de sa politique économique pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Que vive la Journée internationale du café et du cacao, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ONAPAC, que vive le café et le cacao congolais. Je vous remercie. J'ai dit au sommaire, faire de la RDC un hub digital en Afrique. Un investissement ambitieux d'1 milliard de dollars américains sera investi par la RDC d'ici 2030. Le ministre de l'économie numérique l'a annoncé à l'occasion du forum DRC Digital Nation 2030, organisé en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York. Nono Manseko. 1 milliard de dollars américains, c'est l'enveloppe qui compte allouer le gouvernement congolais d'ici 5 ans pour faire de la République démocratique du Congo un hub digital en Afrique. C'est l'annonce faite par le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, à New York, au forum DRC Digital Nation 2030, organisé en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Ce montant servira à renforcer la connectivité à travers les pays et à créer des millions d'emplois. La volonté du président de la République de faire de la République démocratique du Congo un hub digital d'ici 2030 est plus que évident. Il lance le nouveau plan de développement du numérique dans le pays, Horizon 2030. Dans son discours, il a parlé d'abord des infrastructures, d'accès donc la connectivité et l'hébergement. Il a aussi parlé justement du e-gouvernement. Il a aussi insisté sur la manière dont nous allons pouvoir mettre en place cette gouvernance. 1 milliard de dollars à investir pour justement booster la connectivité, qui est le socle de la digitalisation. Le président est déterminé et bien entendu le gouvernement et tous les autres acteurs qui devraient accompagner le pays dans cette digitalisation. Et donc nous allons nous mettre en branle avec toutes les institutions du pays afin de s'assurer que cette vision soit réelle et que le Congo de demain soit véritablement connecté et par conséquent développé. Pour l'émergence d'un écosystème numérique et inclusif, il est impérieux que les acteurs publics et privés ainsi que les partenaires extérieurs se concertent. En s'investissant dans les numériques, la RDC entend se positionner comme un acteur stratégique de l'économie numérique du continent. Le challenge est immense, a reconnu le ministre du numérique Augustin Kibasa Maliba, et l'ambition est à la dimension des enjeux. Africa Mining Week, hub de transformation minière en Afrique, un rendez-vous des décideurs. La ville de Cape Town, en Afrique du Sud, a abrité ce meeting annuel qui a vu la participation du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba. Cédric Nina pour ce reportage. Cape Town accueille l'African Mining Week, grand rendez-vous continental du secteur minier. La République démocratique du Congo est représentée au plus haut niveau. Louis Watum Kabamba, ministre des Mines, a prononcé son discours d'ouverture au nom de la première ministre Judith Suminwa et sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ses premiers mots ont exprimé sa solidarité envers toutes les victimes de conflits, rappelant ainsi la souffrance que connaît la République démocratique du Congo dans sa partie est, occupée par l'armée rwandaise. Le ministre a ensuite mis en avant le rôle stratégique de la RDC dans l'économie mondiale. Avec plus de 90% de ses ressources encore inexploitées, les pays se positionnent comme l'une des principales destinations pour les investissements dans les secteurs miniers. Il a également insisté sur des partenariats responsables au service des populations intégrant exploration, infrastructure et formation. Le ministre des Mines a réaffirmé également l'engagement de la RDC sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à bâtir une industrie minière moderne, créatrice de prospérité et tournée vers la paix pour son peuple, pour l'Afrique et pour le monde. Avec l'appui du Bureau de recherche géologique et minière, le Service géologique national du Congo a organisé une formation sur la Banque nationale des données géocentriques. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales en matière de gestion et d'exploitation. Reportage.
Les étudiants de la faculté des sciences de l'Université de Kolwezi et les experts géologues du Service géologique national du Congo sont à l'école du savoir. En effet, il s'agit de la formation sur la cartographie géologique et la prospection géochimique dans le cadre du projet FEF entre le Service géologique national du Congo et le Bureau des recherches géologiques et minières, projet visant la formation nationale des données géocentriques en République démocratique du Congo. Un financement du Service géologique national du Congo, représenté ici par le directeur technique Eric Mantuila. Je travaille dans le domaine de géologie, essentiellement en cartographie, depuis la fin de mes études. J'ai participé à plusieurs projets. Prenant la parole au nom du recteur de l'UNICOL, le professeur Sage Ngoy a appelé l'assistance à la rigueur. Ne considérez pas cette formation comme un simple passage technique. Voyez-la comme une épreuve initiatique, une traversée intérieure. Chaque donnée que vous collecterez, chaque carte que vous tracerez, chaque faille que vous identifierez sera aussi une manière de mieux comprendre le monde. Yannick Kalek du Bureau de recherche géologique et minière est quant à lui revenu sur la portée de cette formation. Mais pour nous, il est très important d'assurer ainsi un transfert de savoir et de savoir-faire opérationnel sur les activités liées à l'acquisition sur le terrain pour la cartographie géologique et la prospection géochimique, mais aussi de former des formateurs. Du 29 septembre au 10 octobre 2025, les apprenants seront amplement outillés en ce qui concerne le contexte géologique du Lualaba. Les questions relatives à la protection de la flore et de la faune, particulièrement celle de la réserve de la faune à Okapi, espèce rare localisée exclusivement en RDC, étaient au cœur des échanges entre le ministre du Tourisme et l'Institut congolaise pour la conservation de la nature, Willy Tunakov. Les projets en cours de réalisation avec l'appui de ses partenaires et les problèmes en rapport avec le tourisme auxquels sont confrontés l'Institut national pour la conservation de la nature, ICCN, une structure ayant la charge d'assurer la protection de la faune et de la flore et de favoriser la biodiversité par la recherche scientifique et en facilitant des activités d'éco-tourisme, notamment celles en rapport avec la réserve de la faune à Okapi, située en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, ont fait l'objet des échanges fructueux que le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga Moukandou, a eu ce mercredi 1er octobre en son cabinet du 6e étage de l'immeuble Mongala à Kinshasa-Gombe avec le directeur général de cet établissement public, Yves Milan Ngangai. Le nouveau patron du tourisme en République démocratique du Congo qui tient à booster le développement de son secteur conformément aux instructions reçues du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux missions assignées à ces ministères, piliers de la croissance et du développement durable en RDC, a réaffirmé son engagement à accompagner l'ICCN en synergie avec les partenaires au développement. Didier Mazenga Moukandou a, à cette même occasion, informé ses interlocuteurs des retombées de ces missions officielles effectuées dernièrement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Paris, en France, ainsi que de l'organisation de la Semaine congolaise du tourisme, 5e édition, qui se déroulera du 13 au 17 octobre 2025 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Voilà, je reçois sur ce plateau Eric Kabamba dans le cadre de notre rubrique Fact-Checking. Bonsoir Eric. Bonsoir Anita. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Voilà, une vidéo est devenue virale sur X. Plus précisément, on voit où les vaillants Wazalendo en train de fouetter une jeune fille de 12 ans et ça a suscité l'indignation des internautes. Peut-on parler d'un poison rwandais? Exactement, Anita, sur X, ex-Twitter, une vidéo virale publiée hier mardi 30 septembre par certains individus a fait la une et aussi a suscité l'indignation et la colère des milliers d'internautes. Selon les auteurs de la publication de la vidéo qui a circulé, cette jeune fille de 12 ans serait fouettée par les Wazalendo dans l'est du pays. Dans les commentaires, les internautes n'ont pas caché leur colère, ils ont réagi de diverses manières.
dernière. Certains s'interrogent même sur le respect des droits de l'homme en RDC. En réalité, c'est une infox. Ce sont des vieilles images qui datent d'il y a 3 ans. C'est plutôt un chef d'une secte religieuse qui avait l'habitude de fouetter ses adeptes au nom d'une quelconque délivrance ou faire sortir les mauvais esprits. Ça s'est passé plutôt dans la province du Maniema. L'on apprend aussi que le chef de cette secte serait déjà décédé. Pour confirmer que c'est de l'infox, certains médias, moins encore nationaux et internationaux, en a parlé. Nous tous, nous savons que le Ouazalé, nos compatriotes aux côtés des FARDC sont là pour la défense de la patrie et aussi pour protéger la population et les civils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Anita. Merci Eric Kabamba pour ce fake-checking, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est carrément une intox. Oui, c'est carrément un intox. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, l'entrepreneuriat congolais sera à l'honneur du 25 au 30 novembre prochain à l'occasion de la semaine nationale de promotion de l'entrepreneuriat congolais. L'annonce a été faite ce mercredi à la maison de l'entrepreneuriat par le directeur général de l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais, Edith Chala, Bijou et Kamba. Produisons et consommez local, le thème est trouvé pour la semaine de promotion de l'entrepreneuriat qui commence le 25 novembre prochain. Le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, Godefroy Kizaba, l'a annoncé au cours de cette conférence de presse. Dans un monde où la dépendance aux importations fragilise nos économies, il est crucial de bâtir une culture forte de production et de consommation locale portée par les Congolais eux-mêmes, le fièrement congolais. La semaine de promotion de l'entrepreneuriat poursuit 3 grands objectifs, à savoir promouvoir l'entrepreneuriat local des jeunes en leur offrant visibilité et opportunités, sensibiliser la population à la valeur de nos produits locaux, made in Congo by Congolese. Créer un cadre permanent d'échange et de réseautage, favorisant le partage d'expériences et le développement des collaborations entre entrepreneurs et les cadres de l'écosystème entrepreneurial. Toutes les questions des journalistes venus pour la circonstance portant sur l'écosystème de l'entrepreneuriat ont été répondues. La formation, le crédit, le climat des affaires, bref, tous les intervenants sont attendus à cette semaine de l'entrepreneuriat. Enfin, le ministre de la Santé a fait part au secrétaire permanent André Mbata des retombées de sa mission à New York avant de renouveler sa loyauté au président de la République Félix Tshisekedi par la signature de la charte et du règlement intérieur de l'UCN. Robert Ndetchisense et Turbo Chimanga. Siège du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation ce mercredi 1er octobre 2025. Une foule immense composée de jeunes, femmes et vieux accompagne celui qui respecte à la loupe les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la couverture santé universelle. Dr Samuel Roger Kamba. Au siège de l'Union sacrée de la Nation, le jeune de la dynamique Samuel Roger Kamba chante et lance des cris à l'honneur du président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, vient ici renouveler sa loyauté au chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il franchit les marches, destination bureau du secrétaire permanent, le professeur André Mbata-Betoukoumé Soumangu. Les deux hommes se connaissent bien. Le ministre de la Santé publique évoque avec le professeur André Mbata les retombées de sa mission à New York. Des sujets qui suscitent un vif intérêt pour la santé publique en République démocratique du Congo après la suspension des programmes d'aide à la santé par l'administration Trump. Une interruption qui a eu des conséquences significatives sur la santé publique dans le monde. Audience terminée, le ministre de la Santé publique a signé la charte et les règlements intérieurs de l'Union sacrée de la Nation. Un acte qui témoigne sa loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la fidélité au président de la République, premièrement, mais deuxièmement, le mouvement. L'union sacrée, c'est le mouvement. C'est le départ vers une coalition beaucoup plus large que le président de la République a voulu pour que tout le peuple soit mobilisé dans un mouvement commun pour relever notre pays. Et
En l'occurrence, ça a été résumé par une très belle phrase qui dit tout simplement du bon côté de l'histoire. La cour du siège du secrétaire permanent était envahie par des jeunes, des sympathisants de la dynamique. Samuel Roger Kamba, Patrick Kayembe Sompi, directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle, a lui aussi signé les documents essentiels de l'Union sacrée de la nation adoptés à l'unanimité au deuxième congrès du 30 août dernier. Et puis ce communiqué faisant suite aux préoccupations des assujettis à la redevance annuelle sur la charge l'essieu, la direction générale du FONER informe le public du report de la date du dépôt de déclaration au FONER. Cette échéance, qui était initialement fixée au 30 septembre 2025, est reportée au 30 novembre 2025. À l'occasion, elle invite les propriétaires des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui n'auront pas reçu une déclaration avant cette nouvelle date à se présenter auprès de son service le plus proche pour son retrait. Aussi, rappelle-t-elle qu'une campagne de contrôle suivra après cette nouvelle date pour corriger les déclarations inexactes et incomplètes, établir les taxations d'office pour défaut de déclarer. C'est un communiqué signé Eddy Katumbe, directeur général. À la fin de ce journal, vous suivrez une page magazine sur la participation du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamessio, à la 15e édition du Forum Afrique-Europe sur les investissements. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Il a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction d'Oscar Mbalkaï, supervisé par Jacques Kabwabwa. Mireille Ndeke était à la coordination, Rodé Panda et André Njeka l'ont réalisé pour vous. À la prise de vue d'Éric Siloumou. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir, 23h. Robert Ndeye revient sur ce plateau.